Alors que nos flics se font insulter et maltraiter, le couvre-feu est toujours en vigueur à 18h. Cela représente 25% de chiffre d'affaires en moins chez l'ensemble des entreprises et des commerçants. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci une nouvelle fois de nous rejoindre dans l'émission Tête à Tête. Les émissions se suivent mais ne se ressemblent pas. Nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Tête à Tête au restaurant Le W chez Alain Moula deux hommes politiques, Jérôme Talon, qui a été reconduit en décembre dernier comme référent départemental de la République en marche, et Olivier Jalaguier, chef d'entreprise et homme politique. Les deux ont un lien en commun, la République en marche, ou ont eu ce lien en commun à l'époque de Magnanime. Nous lui poserons toutes ces questions, bien sûr. Alors, sous l'œil attentif de Aurélien Quillet à la vision et à la réalisation, et France Pellicano à la communication de cette émission et aux photos. Merci de votre attention. Il est temps que j'aille rejoindre nos invités. A tout de suite. L'agglomération, il y a eu un petit souci, non, avec quelqu'un qui a donné sa démission en direct. Ah, hier soir. Hier soir. Oui, ça arrive, ça aussi. Ça fait partie, c'est des aléas aussi. Et puis c'est bien. Non, mais moi je trouve ça bien aussi que les gens puissent s'exprimer et puis et exprimer leur position. Voilà, c'est ça aussi la démocratie. Ouais. Et puis c'est très bien. Et moi je trouve très bien que les conseils municipaux et les conseils d'agglomération, même si ça pourrait être le cas dans certaines collectivités, le Covid a obligé à une chose, comme il n'y a plus de public, c'est obligatoirement diffusé. Et ça, ce qui est bien, c'est qu'on conserve vraiment tous les enregistrements et tout ce qui s'y passe, donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà. D'accord. Bon, et toi, comment ça se passe pour ta société, Olivier ? Oh ben, il faut s'adapter, c'est compliqué comme pour tout le monde. Ouais. On est dans un secteur d'activité, nous, la communication, on dépend des collectivités, en partie. Donc le recul des élections a fait qu'il y a des appels d'offres qui ont été repoussés de fait. On dépend aussi beaucoup de l'événementiel et de la culture. Ouais. Donc de fait, ils ne font plus rien, donc c'est contraint aussi. Donc bon, moi j'ai la chance d'avoir une structure qui a quand même quelques années de bouteille. Donc voilà, on a nos repères, on a une structure, on a... Et vous travaillez heureusement, avec, mais avec la vidéo aussi, donc quand même. Oui, mais il y a beaucoup de sociétés qui peinent énormément, quoi. Au-delà de mon propre cas personnel, heureusement... je profite d'avoir Jérôme en face de moi, il représente l'REM, et c'est vrai qu'heureusement que Macron a pris des dispositions qui s'imposaient pour soutenir l'économie. Tu as eu recours à un PGE, toi? Non, on n'a pas eu recours au PGE, on n'a pas demandé le PGE, mais en revanche, le chômage partiel, bien évidemment, et heureusement qu'il y avait ça, quoi. Heureusement qu'il y a ça d'ailleurs. Après, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer après. Le plus important, c'est ça, c'est dans un mois, dans 2 mois, les tribunaux de commerce. C'est le plus inquiétant. Ça va être très difficile, et pour les cafetiers, pour les bars, pour les restaurants, pour les boîtes de nuit, pour un tas de sociétés aussi qui vivent que le fait. Patrick, oui, on va commencer. Allez, on y va. Dans 3, 2, 1. Pantalon, costume sur mesure et personnalisé. NS Concept, son miroir virtuel. NS Concept, 12 rue Régal à Nîmes. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous, dans votre salon, dans votre salle à manger, dans votre salle de bain, un petit peu partout, quoi. Je sais que vous le regardez un petit peu partout. Merci en tout cas à nos deux invités. Que sont-ils devenus? Jérôme, bonjour, sois le bienvenu. Salut Patrick. Tu vas bien? Ça va, je vais bien, je te remercie. Parfait. Merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Bon, le problème, c'est que nous ne pourrons pas déjeuner ici. Toi, Olivier, bon, on se connaît depuis quelques années quand même. Quelques années, ouais. Et on t'a reçu souvent dans l'émission, toujours avec grand plaisir. Partagé. Alors, sois le bienvenu. Merci. Sois le bienvenu. Vous savez que dans cette émission, en principe, on demande à nos invités leur coup de cœur, leur coup de griffe. Alors, tu veux commencer par quoi? Par un coup de cœur ou par un coup de griffe? Je vais commencer par le coup de cœur, parce que quand même c'est plutôt sympa. Mon coup de cœur, il va être très institutionnel, mais à travers la personne que je veux citer, je veux citer tous ceux qui travaillent pour l'État. Et quand je dis l'État, c'est l'État en général, et ceux qui se dévouent tous les jours pour que ça se passe bien sur le territoire. Et pour moi, il y a Didier Loga, préfet du Gard, qui aura été un grand préfet. Je pense que ceux qui ont pu le critiquer, d'ailleurs il a dit lui-même qu'il était critiquable à tous égards, comme les hauts fonctionnaires de l'État,
se rendent compte à quel point ça a été un grand préfet dans le Gard, parce que c'est quelqu'un qui est aux côtés des collectivités, et puis surtout c'est quelqu'un qui a été directeur général des services d'une région, donc il connaît les collectivités, il sait aussi de l'intérieur comment ça fonctionne. Et donc pour moi, c'est quelqu'un qui aura énormément compté dans le Gard. Et encore une fois, à travers lui, c'est tous ceux qui travaillent autour de lui, évidemment, parce qu'à lui seul, il ne fait pas l'État. Mais par contre, tous les agents de l'État dans le département, pour moi, c'est très important. Justement, qu'est-ce que tu en penses toi, de Didier Loga? C'est vrai que Ce ne sera pas mon coup de cœur. Ça vous étonnera pas. Ce ne sera pas mon coup de cœur. Non, alors, on a et c'est heureusement, on a, et c'est les usages républicains, beaucoup de respect pour les préfets. Il faut les respecter. Ceci étant, on peut avoir un avis sur les conduites des préfets. Et plusieurs fois, je me suis retrouvé en désaccord avec le préfet Loga, sur plein de points. Donc voilà, je ne partage pas forcément le coup de cœur, mais je respecte ce qu'a dit Jérôme. En tout cas, il faut respecter l'homme et l'institution, surtout l'institution. Voilà. Moi, mon coup de cœur, il ira, ça va peut-être vous surprendre, il va aller à la mairie de Nîmes. Ah bah dis donc. Il va aller à la mairie de Nîmes. Vous savez, pendant la campagne des élections municipales, on faisait beaucoup de Facebook Direct Live. Et l'un des tout premiers sur la sécurité, parce que la sécurité était déjà, encore une fois, à l'actualité nîmoise. Et il se posait la question du redéploiement de la police municipale. Et puis on avait annoncé qu'il y avait pas mal d'embauches de postes de policiers municipaux. Le Front National avait dit on va doubler la police municipale. Nous, on ne voulait pas doubler, mais on voulait augmenter substantiellement. Et j'avais dit lors d'une conférence, il y a 3 policiers municipaux qui sont mobilisés à la mairie, à l'accueil de la mairie de l'hôtel de ville, et tous les jours. Ça sert absolument à rien. Pour assurer la sécurité du maire, un vigile suffirait. Je me suis pris sur le dos les attaques du syndicat Maison de la police municipale qui m'a défoncé sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je constate qu'un vigile garde l'hôtel de ville. Donc c'est heureux de voir que des fois, même si on n'est pas élu, les idées peuvent passer, quoi. Voilà. Ton coup de griffe, Jérôme? Sans conteste, Carole Delga. Des prises de position pendant le Covid qui... Je ne conteste pas, attention, la politique régionale, il y a des choses que je contesterai, bien sûr. Mais cette façon, d'abord, de ne passer que sur de la com, et beaucoup de com, énormément de com, d'ailleurs, on en parlera certainement au moment des élections, de cette com de la région institutionnelle, parce que c'est quand même énormément de dépenses aux frais de la région, à grands frais. Et puis surtout, des annonces dont, en fait, elle n'est pas maître. Et la dernière, qui pour moi est symbolique d'une démago vraiment, c'est annoncer le transport gratuit en région. Super, tout le monde pourrait dire bravo Madame la Présidente, très bien, c'est une très bonne idée. 75% de la population en région habite dans des grandes villes et dans des agglomérations. Donc c'est les agglomérations qui ont la compétence transport et pas la région. Donc ceux qui doivent prendre la décision de la gratuité du transport, c'est les présidents d'agglo et pas la présidente de région. Donc lorsqu'elle annonce ça, elle l'annonce pour 25% de la population, mais elle l'annonce comme si elle offrait la gratuité aux 75% autres. Or, c'est de la décision des présidents d'agglo. Madame la Présidente s'arroge des pouvoirs qu'elle n'a pas. Et ça, elle l'a fait sur d'autres sujets. Donc voilà, donc mon coup de griffe ira sur ce genre d'annonce que je trouve particulièrement démagogique. Voilà encore un sujet sur lequel on va pas être d'accord. Allez, vas-y. Allez. Moi, je trouve qu'au contraire que Carole Delga, c'est pas mon obédience politique, hein, on le sait, mais je trouve que ça aura été au bilan une grande présidente de région. Cette femme-là n'était connue de personne. La région Occitanie n'existait pas. Elle est née avec la région Occitanie, en fait, et elle a su l'incarner, je trouve. Et quand on est au fin fond de la région, on se rend compte que Madame Delga est connue, et c'est déjà fort. Alors, tu critiques la communication, je suis d'accord avec toi. Je peux être d'accord avec toi sur l'ampleur des moyens, mais en tout cas, en revanche, c'est quand même important pour une institution nouvelle, parce que c'est une institution nouvelle, d'incarner. Et elle a incarné. Et en ça, moi, je lui rends hommage. Franchement, au-delà de tout aspect politique. Pas, hein. Voilà. Oui, j'entends. Moi, mon coup de griffe, il ira, alors, plutôt national, sur Bruno Le Maire. Parce que ce gars-là vient de ma famille politique. Et c'est pas parce qu'il a rejoint LREM que je vais lui donner un coup de griffe, loin s'en faut. Je crois qu'il n'est toujours pas adhérent. Il n'est pas adhérent. Il est au gouvernement, mais je ne sais pas si c'est adhérent. C'est pas un bon ministre. Il est sympathisant. C'est pas un bon mais ministre. c'est
Non. Non, parce qu'il prend des positions qui sont... alors, il a des silences qui tuent et des prises de parole qui tuent. Quand il attaque Carrefour dans sa volonté de fusion avec Couche-Tard, le groupe canadien, je trouve ça un petit peu osé. On se demande qu'est-ce qu'il vient faire là. Voilà. C'est le droit des gérances, hein, très clairement. En revanche, lorsque Sanofi, en pleine polémique sur le vaccin, sur qu'ils se sont retirés, qui fait un plan de licenciement, alors qu'ils ont reçu près d'1 milliard de subventions en 10 ans de l'État, ils licencient et en plus ils annoncent 13 milliards de distribution de bénéfices, de dividendes. Et là il dit rien, monsieur le maire. Il faudra qu'il m'explique, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, je suis d'une famille plutôt libérale, mais le libéral à 100% tout craint, je ne suis pas favorable. C'est pour ça que je fais de la politique, sinon on laisserait faire les choses. Et voilà, donc mon coup de griffe, il va là. Quel est ton point de vue, toi, là-dessus? Alors, honnêtement, je pense qu'on a encore bien des efforts à faire en matière d'ingérence ou pas dans le domaine économique. Parce que lorsqu'on intervient trop, on nous accuse de ne pas laisser faire, justement, le monde de l'entreprise, et lorsqu'on laisse faire, on nous accuse derrière, on accuse tout de suite l'État, en gros, de ne pas faire respecter certaines règles. Et je partage par contre avec Olivier une chose, c'est que moi je crois que toute entreprise qui touche 1 euro de subvention ne doit pas pouvoir licencier, Et si elle licencie, elle doit rembourser les subventions. Je ne suis pas sûr que toutes les aides versées par les régions, encore une fois, reviennent aux régions lorsque les entreprises... C'est important, là. Ce que tu dis là est vrai dans plein de sujets, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai dans plein de sujets. Ouais, tout à fait. Bon, alors, c'est le débat du moment sur la scène politique et médiatique, la question du voile. Alors, Françoise Dumas a dit, là, pour une fois, je suis d'accord avec elle. Françoise Dumas a dit, chaque fois que la République recule, c'est l'ordre religieux qui prend le relais. Eh bien, je suis aussi d'accord avec elle, et c'est pas qu'une première fois, j'ai déjà été d'accord, et je suis d'accord avec elle plein de fois, mais je suis tout à fait d'accord avec elle parce que le religieux vient toujours combler les manques de la République, toujours. Et donc, effectivement, moi je pense que la République doit ne jamais reculer, toujours être présente, et ça ne veut pas dire aller contre le religieux, attention, attention, la laïcité c'est la liberté de croire ou de ne pas croire et d'exercer sa religion, mais par contre, il ne faut absolument pas que la République recule, et Françoise Dumas a complètement raison. Et à ce sujet, l'écrivain Ismaël Saïdi a dit « La laïcité est le plus beau cadeau que la France ait fait à l'humanité. » Olivier. Ah. Bon, ça c'était... voilà. Silence. Non, c'est pas silence. Je reviens sur la réflexion de Françoise. Quel républicain pourrait être contre ce qu'elle dit? Bien sûr, c'est une évidence. En revanche, je trouve que c'est un petit peu... Alors, pour plagier le ministre de l'Intérieur qui disait ça, Marine Le Pen, sur un débat télévisé la semaine dernière, je trouve ça un petit peu trop mou. Parce que, je suis désolé, mais le problème qui nous occupe, il n'est pas religieux, il est islam. Il est islam le problème. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Quand la République recule, ce n'est pas les religions qui prennent la place, c'est l'islam. C'est l'islam qui veut prendre la place des religions monothéistes. Les religions monothéistes, oui, il est réglé chez nous ce problème-là. Ah oui, il est réglé avec les catholiques, avec les protestants, avec les juifs, il est réglé. Ce qui pose problème, c'est une partie de l'islam qui voudrait imposer sa république. C'est ça le problème. Donc, appelons un chat et citons les mots qui font mal. Voilà, c'est un peu cette parole un petit peu trop soft que je Donc, griffer. Mais je partage. Ça va, c'est bien. Alors, Claire Hédon, défenseur des droits, souhaite des zones sans contrôle d'identité. Alors, qu'en pensez-vous justement? Est-ce qu'il faut ces zones sans contrôle d'identité? Absolument contre. Absolument contre. Je ne suis pas d'accord. C'est impossible de dire ça. Je ne m'explique même pas comment elle peut dire ça. Et pourquoi? Le territoire républicain, il est républicain partout. Les contrôles, ils doivent avoir lieu partout. C'est pas parce qu'il y a des territoires où, entre guillemets, on considérerait que le contrôle se ferait plus facilement au faciès, parce que c'est ça qu'elle veut pointer en disant ça. Moi, je trouve ça inadmissible d'oser dire qu'il faut qu'il y ait des zones de non-contrôle. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas dire ce genre de choses. On peut défendre le fait
qu'on ne peut pas systématiquement contrôler toujours la même personne, toujours les mêmes personnes, mais par contre, elle ne peut pas dire des choses comme ça. Je suis outré qu'elle puisse dire des choses comme ça. Alors, j'ai la même émotion que toi sur ce sujet-là. En revanche, je m'interroge. Je m'interroge parce que précédemment, le défenseur des droits, c'était Jacques Toubon. Tout à fait. Jacques Toubon, même, il venait de ma famille politique, et quand il était défenseur des droits, je n'ai jamais considéré qu'il militait pour son bord politique. Il a exercé, me semble-t-il, en toute neutralité. Elle est nommée, de cette dame, je ne connaissais pas, je l'ai découvert à cette occasion. Elle est nommée depuis quelques mois. Récemment, hein. Elle est nommée depuis quelques mois et elle prend des positions super tranchées. Elle ne cache pas qu'elle militait pour ATD Carmonde, etc. Bon, il n'y a pas de honte à militer pour ATD Carmonde, au contraire, en demeurant. Voilà. Mais elle est bien engagée politiquement. Et là, elle continue, elle prend son poste avec la même mesure. Sauf qu'elle a été nommée par le gouvernement. Donc ça me pose un problème. Je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer avec le feu dans ce fameux débat où on est sûr que Marine Le Pen sera, les observateurs, sûrs que Marine Le Pen sera au second tour et qu'il faut être dans la lignée pour être face à elle. Et est-ce qu'on l'envoie pas un peu exprès au feu? Justement, c'est la question que je me pose. Pour ça, moi, j'appellerais ça un petit procès d'intention. J'espère pas. Et honnêtement, si c'est le cas, franchement, je trouve ça pas très très intelligent. J'espère pas. Je pense juste que c'est quelqu'un qui effectivement a été choisi justement parce qu'elle a milité dans un monde associatif qui défend justement toujours les opprimés, ceux qui ont des soucis. Sauf que par contre, ça n'empêche pas d'être intelligent, j'allais dire. Et donc, franchement, ce qu'elle propose là, c'est vraiment pas de l'intelligence. Là, c'est pas la défense des droits, c'est l'abandon des devoirs là. C'est grave. C'est l'abandon des devoirs. On doit présenter ses papiers. Votre position est ferme, tout à fait. Par contre, remettre en place la police de proximité aurait peut-être été beaucoup plus intelligent. Non mais c'est pas au-delà de ça. Ça c'est des mesures. Elle est pas là pour proposer des lois. Par contre, sa réflexion, elle n'est pas inintéressante. Moi, je suis allé voir sur le site. Ouais. La réflexion qu'elle pose n'est pas inintéressante si elle reste dans le domaine de la proposition et du débat entre responsables, mais pas sur la place publique en ce moment où il y a des banlieues qui sont à feu et à sang, comme à Nîmes. Justement. C'est pas à ce moment-là. Mais par contre, de dire sur 99% des contrôles, effectivement, ils se font sur des gens qui sont noirs ou arabes. C'est écrit comme ça sur le site. Hein. Noirs ou arabes et plutôt jeunes. Et surtout, ça, on peut comprendre dans les cités où ça se fait, mais surtout, il n'y a pas de retour d'information, de retour d'expérience, de statistiques. C'est ça qui pose problème. C'est elle a voulu pointer ça et c'est à la limite plutôt bien. Mais de le mettre sur la place publique avec une proposition aussi tranchée que ça, c'est foutre de l'huile sur le feu. Je pense qu'il y a quelqu'un quand même qui pousse quelque chose. Bien entendu. C'est peut-être elle-même qui allume un feu qu'elle ne devrait pas allumer, parce qu'à mon avis, elle l'allume. Il donne bien l'autorisation de l'allumer ce feu. Ah non, parce que alors par contre, je suis persuadé d'une chose, pour revenir sur Jacques Toubon, qui était à sa place auparavant, c'est qu'une fois qu'on est nommé à ce genre de poste, il y a une liberté absolue. Hein. Il y a une liberté absolue, d'ailleurs. Et heureusement, d'ailleurs, parce que Jacques Toubon, on ne peut pas dire qu'il a été guidé par les gouvernements successifs derrière sur certaines prises de position, puisqu'il, comme l'a dit Olivier, il a même de temps en temps été très dur avec son propre camp politique. Bien sûr. Donc c'est pour ça que, à mon sens, c'est pas des gens qui sont poussés. Par contre, quand on les nomme, on sait qui on nomme. Et c'est plus ça peut-être qui effectivement fait que la question, alors, elle peut peut-être se poser, Olivier. Un peu comme Nicolas Cadenne alors, qui lui est le défenseur de la laïcité et qui a été court-circuité par Marlène Schiappa. Fait court-circuité, je crois que son mandat va jusqu'en avril. Oui, et puis après, on verra s'il est renouvelé ou pas. Voilà. Défenseur de la laïcité, il est le responsable secrétaire général de l'Observatoire de la laïcité. Entre ça et la défense de la laïcité, c'est autre chose. Il y a un monde que moi je ne franchirai pas. D'accord. Sinon avec des bottes. Bon, alors, le 20 février 2020, ça va te rappeler le souvenir. Le 20 février 2020, les municipales à Nîmes clapent de fin pour Olivier Jalaguier, le désormais ex-numéro 3 de la liste Nîmes-Amiens, frappé d'inéligibilité, ne saisira pas le tribunal administratif et nous t'avions reçu au lendemain de cette décision. Il se retire de la course aux élections municipales. Alors, moi, je voulais te poser des questions, Olivier. Fais-tu toujours de la politique? On fait toujours de la politique quand on l'aime. La politique, c'est...
Pas besoin d'être élu pour faire de la politique, déjà. Et les élus ne sont pas forcément des politiques. La preuve, on en voit souvent. Jérôme, tu n'es pas élu. Non, pour l'instant. Plus élu, je ne suis Plus élu. Et voilà, on fait toujours de la politique. Néanmoins, la politique, il y a un temps, et c'est ce qu'on peut reprocher parfois aux politiques. Et je pense que la politique, elle doit se nourrir d'un temps d'observation et d'un temps de proposition. Et on ne peut pas passer son temps à être en permanence dans l'actualité, parce que sinon on n'a pas le temps de la réflexion. La réflexion, elle se pose, quoi. Il y a besoin de retraite. D'ailleurs, le confinement, moi personnellement en tout cas, m'a beaucoup aidé à prendre ce recul, à s'imposer ce recul nécessaire. Et pour observer ce qui se passe, parce que c'est pas neutre ce qui se passe en ce moment. Ça peut être vécu comme le verre à moitié vide, catastrophe internationale, mais aussi le verre à moitié plein, avec des opportunités nouvelles pour un monde nouveau, quoi. Voilà. Bien. Et où en es-tu avec Magnanime? Pareil, l'état de la réflexion de Magnanime est là. On observe, on se réunit de façon virtuelle, enfin visioconférence. Et voilà, on débat, mais on n'est pas dans la proposition. En plus, il y a des élections, on a beaucoup travaillé lors des élections, on a beaucoup proposé. Beaucoup en amont également, avec tes chroniques, par exemple. On a beaucoup travaillé, et aujourd'hui, il y a des élections, moi je suis respectueux de ça, il y a des gens ont été élus, ils sont en place, il faut les laisser travailler. Ça n'empêche pas, ça n'exclut pas les remarques, et parfois la critique, mais enfin, il faut les laisser quand même mettre en place ceux pour lesquels ils ont été élus, quoi, voilà. Et il temps viendra de faire le bilan. De faire le bilan, oui, voilà, bien sûr. Jérôme Talon, plus que jamais avec La République en marche, vous préparez les élections, mais lesquelles élections vous préparez? Pas les présidentielles, elles sont beaucoup trop loin. Il y a d'autres échéances avant. Tout à fait, il y a les départementales, les régionales, mais c'est aussi la préparation des présidentielles, parce que je rappelle quand même qu'au mois de mai, au mois d'avril, on sera à 1 an du premier tour de la présidentielle. Donc effectivement, la présidentielle, elle est quasiment demain. Mais au mois de juin, théoriquement, si tout va bien, le 13 et le 20 juin, il y aura 2 élections, les élections départementales et régionales. Et effectivement, La République en marche travaille sur ces élections qui seront, de toute façon, on le sait, compliquées pour La République en marche. Donc pour toi, tu as dit, je suis candidat à la tête de la liste dans le Gard pour les élections régionales. Donc ça confirme ce que tu dis. C'est tout à fait confirmé. C'est toujours le cas. Toujours d'actualité. J'ai pas l'habitude de revenir sur ce que je dis, Mais si je peux reconnaître que de temps en temps je fais quelques erreurs, mais par contre je suis toujours candidat effectivement, mais ça on le réglera en interne. Ça fait partie, il y aura peut-être d'autres personnes évidemment, et puis il y aura nos partenaires aussi. Parce qu'il y a La République en marche, mais il y a des partenaires. Qui sont vos partenaires? Le MoDem, Agir, le mouvement radical libéral social. Donc c'est 3 partis avec qui nous devons prendre la tâche pour préparer les élections régionales et départementales, je précise bien, les deux. Et donc effectivement, voilà, je sais qu'il y aura des discussions, il y aura des désaccords, c'est une évidence. Mais par contre, nous devrions a priori avoir un système qui ressemblerait un peu à ce qu'on a fait avec Renaissance aux européennes, c'est-à-dire un alliage des partis de la majorité. Et puis évidemment, on va l'ouvrir. Vous allez me dire, c'est un peu la tarte à la crème de tous les partis, mais la société civile. C'est bien de dire qu'on va chercher des gens hors parti, mais parce que c'est le cas. Il y a des gens qui ont envie de s'investir, mais qui n'ont pas envie d'avoir une carte spécifiquement. Mais Olivier, je pense qu'il est typiquement dans ce genre de réflexion. La République en marche, c'était quand même, à la base, c'était tous des socialistes. Ah non, c'était une partie des socialistes. C'était une partie de socialistes, bien sûr, beaucoup de Strauss-Kahniens, énormément de Strauss-Kahniens. Tout le réseau Strauss-Kahn était plutôt dans La République en marche. D'ailleurs, les proches de Macron étaient beaucoup autour de Dominique Strauss-Kahn quand même. Hein. Donc, et moi, c'est d'ailleurs ce qui m'a aussi plu, parce que je connais par exemple Gabriel Attal, pour le citer, voilà, quelqu'un qui est vraiment quelqu'un de très très bien, Gabriel Attal. Tu voulais rebondir là-dessus? Ah oui, parce que... Allez, je t'en prie. Écoute, il se trouve que je cours très souvent, je me suis remis à la course à pied. Et dimanche, en rentrant de footing, j'ai pour habitude d'écouter Europe 1 le week-end, parce qu'il y a des émissions politiques qui sont très intéressantes. Et il y avait un invité politique que je ne connaissais pas, je ne connaissais même pas sa voix, donc j'avais pris l'émission en cours. Et puis ce gars-là dit une énormité. Il dit, enfin, selon moi, hein, il dit, voilà... il parlait du débat Le Pen, il dit ouais, Le Pen, je ne comprends pas qu'elle puisse se représenter. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on puisse se présenter qu'une seule fois à la présidentielle, et quand on a perdu, on arrête.
je ne sais pas qui c'est ce gars qui dit ça, mais avec ça, Mitterrand n'aurait jamais été élu, ni Chirac d'ailleurs. Alors, de droite ou de gauche, je ne sais pas d'où il n'est pas du Front National, c'est un peu étonnant. Et c'était Séjourné. J'allais dire, c'est Stéphane Séjourné qui était sur Et là, je ne connaissais pas Séjourné, je suis allé me renseigner. Moi, c'est le reproche que je fais à la politique. À la politique d'aujourd'hui, et c'est un peu la dérive, pour moi, de la République en marche. Que des gens comme ça, qui sont... c'est la bande de Poitiers, les Strauss-Kahniens de Poitiers, etc. Mais il n'a jamais travaillé de sa vie. Il sait pas ce que c'est se lever tôt, de chercher un emploi, d'être au chômage, d'avoir des difficultés. Il a été baigné dans le cocon, on lui a donné une poste devant pour les élections régionales, européennes, où il se retrouve député européen. Et aujourd'hui, on l'invite sur des plateaux nationaux pour donner la science. Mais il a été élu par personne, il ne représente que lui-même. Et c'est ça le drame, parce qu'il n'a aucune formation. Si encore il avait de l'expérience en tant que... Moi, je respecte l'enseignant qui a 30 ans de bouteille et qui vient expliquer sa science sur l'enseignement. Lui, il est respectable. Mais un jeune qui sort de ses études, qui n'a jamais travaillé de sa vie, et à qui on a... Vous savez la différence qu'il y a entre les Allemands et les Français au Parlement européen? C'est que les Allemands, ils envoient des mecs qui, pour la plupart, de droite comme de gauche, ont été collaborateurs de cabinet à l'Europe. Ils connaissent tous les rouages et ils savent tirer profit pour l'Allemagne. Nous, en France, on fait des cadeaux à nos amis ou à des vieux éléphants pour service rendu à la nation. Voilà. Et on les envoie là-bas. Ils y vont se reposer et prendre des... Et ça, c'est pas bon. On n'a pas de stratégie européenne pour défendre nos intérêts français. Moi, je peux pas te laisser dire qu'il n'a jamais travaillé, parce que je trouve que tout de suite, je me trompe peut-être alors. Hein. Non, mais moi aussi, je suis né dans un cocon. Hein. Moi, je suis né dans un cocon. J'ai la chance d'avoir des parents qui étaient enseignants, où on vivait bien à la maison. J'ai jamais manqué de rien. C'est un cocon, ça. C'est la vie, ça. Non, c'est un cocon. C'est un cocon. Enfin, travailler quand même. Familial. Non, mais bien sûr que j'ai travaillé dans ma vie, mais par contre, et je travaille toujours. D'ailleurs, je travaille actuellement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas tomber dans la réduction de ce genre de propos, parce que pour moi, c'est dangereux, parce qu'on opposerait ceux qui, parce que le côté se lever tôt, tout ça, Stéphane Séjourné s'est certainement levé très très tôt pendant les élections présidentielles pour préparer la présidentielle, c'est lui qui a managé. Non, mais c'est un boulot. Ça, c'est pas c'est un boulot. Oui, c'est un boulot. Il a bossé. Ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas laisser dire des choses comme ça pour opposer des gens qui, effectivement, il y a un panel de tout. Il y a des gens qui réfléchissent, c'est un travail aussi, réfléchir. Je peux te dire que tu en sais quelque chose, hein, parce que tu l'as dit toi-même, que vous avez beaucoup bossé à Magnanime, tout ça. C'est du boulot, tout ça. Ça, c'est du travail aussi. Et je ne peux pas, moi, accepter qu'on balaye d'un revers de la main des gens qui font des études, qui sont jeunes, et qui, oui, alors il a peut-être la chance. Laisse-moi aller au bout, s'il te plaît. Ce que je veux te dire, c'est que tu le réduis, Stéphane Séjourné, à quelqu'un qui serait sorti d'abord de Sciences Po, parce qu'il sort de Sciences Po quand même, hein, Stéphane Séjourné, il ne sort pas de rien, qui tout de suite a eu la chance, de fréquenter Dominique Strauss-Kahn, d'avoir un emploi de collaborateur, puis après de voir Emmanuel Macron. Et en quoi ça, il ne le mériterait pas? C'est pas tombé du ciel, c'est parce que il a su se vendre à quelqu'un et montrer qu'il apportait des choses. Donc on ne peut pas le réduire à ça. Moi, je ne suis pas d'accord de le réduire à ça. Après que tu ne sois pas d'accord avec lui sur ses positions, alors là, c'est autre chose. Olivier. D'abord, Sciences Po, je ne suis pas sûr qu'il ait fait Sciences Po, très honnêtement. Je ne pense pas qu'il l'ait fait. Mais la réduction, elle n'est pas là. La réduction, elle est qu'on donne la parole aujourd'hui. Tu vois, regarde, on venait de parler. Il est député européen. Oui, non, mais on voit comment. Mais on voit comment. Non, mais c'est tous ceux qui sont députés européens. On est d'accord, sauf qu'il y a des députés européens qui ont déjà un cursus, qui ont été déjà élus sur leur nom. Je prends un exemple local. Franck Proust avait été élu sur son nom, sur un canton. Il avait été premier adjoint de la ville. Voilà, il a été député européen après. Comme beaucoup d'autres, comme Dominique Baudis, à qui il a pris la place, etc. Il y a un cursus. Quand on met en place des gens, et je trouve qu'en ce moment, la République, elle recule un peu aussi à cause de ça. Quand la défenseuse des droits, qui a aussi été nommée, prend la parole pour proposer une loi sur la place publique, quand des gens qui sont élus par personne aussi proposent des lois sur les radios nationales, eh bien, ça donne des appétits, forcément, à des gens, des gilets jaunes. Ça donne des appétits à monsieur tout le monde, madame tout le monde, pour prendre le pavé et puis aller ouvrir sa bouche aussi. Et à partir de là, il n'y a plus de respect
la limite entre le respect des institutions et l'ouverture open bar, elle n'est pas loin, quoi. Voilà, c'est ce que je reproche un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Bien. Fraîchement réélu, Jérôme, fraîchement réélu en décembre dernier pour ton second et dernier mandat, tu restes le référent de La République En Marche et vous étiez en concurrence avec Valérie Rouveran. Celle-ci devra ronger son frein pendant 2 ans si elle désire être référente plus tard. Eh bien non, elle n'aura pas besoin de rejoindre son frein puisqu'elle est co-référente et que le Gard a inauguré ce que je pense être une vraie évolution dans La République En Marche. C'est qu'on a imposé dans nos comités, puis je pense qu'on parlera des comités, mais dans nos comités, le fait qu'il y ait un binôme homme-femme à la tête de tous les comités. Sauf que par contre, c'était pas vrai pour les référents. C'était un ou une référente, voilà, nommée par le bureau national après un passage en commission. Et bien donc le Gard, on a inauguré cette co-référence. Et donc Valérie Rouveran est ma co-référente dans le Gard. On s'est rencontrés, on a tout mis sur la table, ça s'est très bien passé. En 2 heures, on a réglé les problèmes et il n'y en avait pas beaucoup. Et donc du coup, aujourd'hui, eh bien, on est tous les deux pour gérer La République En Marche dans le Gard. C'est une bonne chose parce que je suis plutôt sur le secteur du Gard-Audanien et elle est plutôt sur le secteur nîmois. Donc ça aussi c'est une bonne chose parce qu'on n'est pas tous les deux sur la même zone géographique. Et puis on s'est réparti les rôles aussi dans l'organisation du mouvement. Donc c'est plutôt une bonne chose. Moi je le vois d'un bon œil. Bon, tu la connais, Valérie Rouveran. Très bien. Hein, très bien même. C'est une femme de passion aussi, Engagée. Moi je l'aurais bien vu plus tard maire de la ville de Nîmes, tu vois. Il faudra peut-être lui poser la question parce que je pense qu'elle a envie de faire des choses encore en politique. Je le pense. Bon, ex-adhérent de La République En Marche, attaché parlementaire de Philippe Berta, je veux parler de François Courdil. C'est un jeune qui monte. Alors comment avez-vous fait pour le laisser partir? Tu oublies qu'il a travaillé aussi pour Jean-Paul Boré. Ah, il a travaillé également pour Jean-Paul Je ne Boré. savais pas. Donc, Ben, moi non plus. J'apprends. Mais D'accord. il était très proche de Jean-Paul Boré dans les pré-municipales, on va dire. D'accord. Donc ça, c'est une information. Nous ne savions pas. Je ne sais pas si c'est une information. Enfin, si, moi je ne savais pas. Ben, Je ne savais pas. Alors, comment faites-vous pour laisser partir des talents comme François? Parce que François Courdil est un talent. C'est le plus jeune au sein du conseil municipal. Du reste, moi je l'aurais bien vu premier adjoint à la ville de Nîmes. Eh bien moi aussi, je l'aurais bien vu premier adjoint. Et François, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup humainement, que j'ai découvert en tant qu'assistant parlementaire effectivement de Philippe Berta. J'ai beaucoup regretté son départ de La République En Marche, parce qu'effectivement pour moi c'est quelqu'un de talent et c'est sur quelqu'un évidemment en qui je pouvais croire, mais honnêtement ça me choque pas plus que ça. C'est quelqu'un qui à mon avis s'engage énormément pour la ville de Nîmes aux côtés de Jean-Paul Fournier. Visiblement les dossiers qu'il a en responsabilité, notamment le suivi des projets en rue qu'auparavant suivait Valérie Rouveran. Oui, exactement. Exactement. C'est des projets très importants pour la ville de Nîmes, avec un énorme investissement de l'État, il faut le rappeler quand même. Bien moi, écoutez, c'est vraiment... oui, effectivement, je l'aurais bien vu premier adjoint. En tout cas, j'aurais été ravi de connaître le premier adjoint de Nîmes. Je ne le connais pas, le premier adjoint. On se connaît avec Julien Plantier, mais pas plus que ça en fait. Ah, on n'a ouais. jamais eu l'occasion de vraiment échanger. D'ailleurs, ça sera peut-être une occasion, ça arrivera, j'en doute pas. Je vous trouve très taquin. Nous sommes taquins, oui, un Oui, petit peu. oui, je trouve. Hein? Ouais. Ça fait partie un petit peu de notre personnage, Très bien. de notre personnalité même. Pourquoi tu dis que nous sommes taquins? Non, mais- Dis que nous. Je sais pas, il y a un premier adjoint à la ville. Donc, Oui, de dire j'aurais bien vu François Oui. premier adjoint, ça veut dire. C'est peut-être une ça erreur de laisse- casting alors, de la part du maire. Ah, je sais pas, c'est Je libre dis, cours à c'est ton peut-être- interprétation. C'est peut-être une erreur de casting. Tu n'es pas d'accord avec mon analyse? Tu peux, hein? Moi, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, je crois que il y a un temps d'observation, quoi. Ils viennent d'être installés, il y a une équipe nouvelle, il faut que chacun puisse s'exprimer et qu'on voit ce qui se passe. C'est vrai qu'aujourd'hui, François Courdil paraît très actif, il prend la parole. Je note qu'il y a des petites tensions entre l'agglo et la ville, encore une fois, ça semblerait... On va en parler. Ça semblerait pas. Oui, mais voilà, je ne sais pas comment va se positionner François Courdil là-dedans, quoi. Alors, n'êtes-vous pas en reconstruction, justement, La République En Marche? Et il y a pas mal de départs des comités. Ils sont toujours 5 à Nîmes, les comités. Ah, ils sont plus que 4. Ah, ils sont plus que 4. Donc, tu as par exemple... Par canton. Ah, ben oui, c'est plus évident. Voilà. Bon, Laurent Mespoulet et Nabil Kadri qui sont partis. Qui Nabil dirigeaient. Kadri, je crois pas. Laurent Mespoulet, oui. Laurent Mespoulet est parti ailleurs.
Oui, alors il navigue beaucoup, Laurent. Il était socialiste, lui aussi. Ça serait hein. bien qu'il essaye de se poser au bout d'un moment, parce que dans la vie, il faut savoir se poser aussi un peu. Et je pense qu'il navigue beaucoup. C'est bête parce qu'il a pas mal de choses à apporter, Laurent, dans sa réflexion. Après, je sais pas s'il n'arrive pas à se sentir bien là où il se pose et que régulièrement il s'en va. Donc bon, oui, je pense qu'il est parti chez Territoire de Progrès. Si je me trompe pas, Exactement. voilà. Une question à te poser. Peut-être que vous l'avez évoqué avec Valérie Ouérin quand tu dis on a tout mis sur la table. Parce que c'était un gros reproche qu'elle avait à vous formuler à l'époque. Et moi aussi. Moi j'ai demandé l'investiture de la République en marche. L'investiture, on a été plusieurs à la demander. Le soutien a été donné à Yvan Lachaud. Moi j'ai gardé ma logique et j'ai accompagné Yvan Lachaud. À l'annonce de ça, toi tu soutenais David Tébib qui a claqué la porte et voilà. Et qui a été suivi par quelques-uns, dont les noms qu'on a cités là. Exactement. Pourquoi tu n'as pas demandé leur exclusion Est-ce que tu as appelé David pour lui demander de revenir? Et pourquoi on n'a pas demandé leur exclusion? Pourquoi on les a laissés alors qu'il y a une décision qui a été prise par le mouvement, qu'il faut respecter, me semble-t-il, dans une logique de parti ou de mouvement, on doit respecter ça. Pourquoi ça n'a pas été fait? Moi, je vais te répondre très clairement. C'est parce que j'ai demandé à ce qu'il ne le soit pas, déjà, exclu, et pour une raison très simple. C'est que l'essentiel des cadres qui formaient En Marche ont suivi David Tébib. Et qu'il fallait peut-être se poser la question sur le mauvais choix national de soutien à Yvan Lachaud à cette époque-là. Moi, c'est pas pour rien que je défendais la candidature de David Tébib, c'est pas pour David Tébib que je le faisais. Parce que pour moi, ça avait un sens, sa candidature, la candidature comme la tienne aurait pu avoir un sens d'ailleurs. Le soutien à Yvan Lachaud, pour moi, il n'avait pas de sens. Il n'avait pas de sens pour la République En Marche. C'était juste une logique d'appareil, d'entente avec le MoDem, ce que je peux entendre, hein, parce qu'il en faut évidemment des ententes. C'est un choix qui a été fait, voilà, c'est le choix passé. Oui, j'ai demandé à ce que toutes ces personnes qui avaient suivi David Tébib, parce que je savais que pour partie certaines resteraient à la République En Marche après l'épisode des municipales et avaient envie de continuer à s'investir, je ne voulais pas me couper de ces gens-là. Et je trouvais que celui qui avait pris la responsabilité, il l'a fait tout de suite, David l'a fait, de quitter la République En Marche immédiatement dès qu'on a connu l'investiture. Eh bien, je trouve qu'en faisant ce geste-là, il a protégé aussi tous ses colistiers. Donc voilà, à ce titre, moi, je ne trouvais pas logique spécifiquement qu'on exclue tout le monde. Voilà, parce que mon but, c'était pas d'exclure, mais de garder évidemment le maximum de personnes. Parce qu'encore une fois, c'était des gens très investis. Bon, est-ce que la politique sportive de la ville est suffisamment adaptée aux besoins d'une telle ville comme Nîmes? Non. Alors, vas-y, explique-toi. Non, c'est pas le problème de la municipalité actuelle, c'est un problème récurrent. À Nîmes, on a pour habitude de reproduire des schémas, notamment en termes de sport. On reproduit toujours les mêmes schémas. Et ça fait, on va dire, presque 20 ans, à mon sens, qu'il n'y a pas eu de politique sportive. J'aimerais voir écrite la politique sportive. Alors ça veut dire de la quoi, ville une de Nîmes. politique sportive? Une politique sportive, ça veut dire que quand on investit 1 euro des deniers publics, on se pose la question à quoi ils servent. C'est quoi le but de l'investissement? Est-ce que la mamie qui est dans son studio chez elle, là, ou à côté du score de la Couronne, si dans ses impôts, elle participe à la politique sportive, c'est pas pour aller faire du sport, elle peut-être faire un peu de gym douce, mais très peu. Si elle participe, c'est parce que dans le collectif, le sport est un intégrateur social, un outil d'épanouissement personnel. Pour moi, la politique sportive, c'est que l'individu, le Nîmois, et qui plus est fortiori le jeune Nîmois, est au cœur de la politique sportive. C'est-à-dire que tout ce qui se fait doit être fait pour lui, pour son épanouissement, pour son intégration sociale. Et Dieu sait que quand on voit l'actualité, on a besoin d'intégrer socialement et de favoriser l'épanouissement des gens. Si on ne veut pas qu'il y ait d'autres tirs de Kalachnikov. Et ça, on ne le fait pas. On mélange allègrement toujours dans le budget sportif, de la subvention qui est presque de l'investissement dans de la communication, notamment aux grands clubs, que ce soit Nîmes Olympique, moins Nîmes Olympique maintenant, visiblement, l'USAM, le rugby club nîmois à moindre niveau, puisqu'ils ne sont pas à même niveau, mais on leur donne des moyens pour le rayonnement de l'image, et ce n'est pas une critique, mais ça doit être mis dans
côté promotion de l'image de la ville, et après il y a le gros côté intégration sociale, comme la culture, qui participe à l'épanouissement de la personne. Et c'est important pour les quartiers, c'est important pour l'unité de la ville, c'est important pour l'épanouissement personnel. Et ça, ce n'est pas traité comme il le faudrait. Tu penses que c'est l'USAM qui est favorisé par rapport à d'autres sports? Non, je ne veux pas faire un cas personnel. Non, je ne fais pas de cas personnel. Je dis simplement qu'il y a des démesures de moyens et que j'aimerais, en tout cas, qu'il y ait une vraie réflexion. Et profitant de l'arrivée de Laurent Boissier, qui est quelqu'un qui est sportif, qui connaît le sport, qui est ni moi, qui a la bouteille, l'expérience, pas de l'expérience tout à l'heure. Voilà une personne qui, à mon sens, qui vient d'arriver. Moi, j'aimerais le rencontrer, franchement, de travailler avec lui, de débattre avec lui, d'essayer de... Parce que pour moi, le sport, et la culture, mais le sport est un vecteur essentiel d'intégration et qu'on mésestime trop. Moi, j'ai fait le chemin bas d'Avignon pendant la campagne électorale, j'étais très souvent là-bas, bien avant, avant les élections. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes, on les connaît tous, mais il y a des problèmes sportifs, de financement des clubs sportifs. Et ça, il faut les régler. Il faut aider ces jeunes. C'est pas, si je peux me permettre, c'est pas un problème qu'anime. Effectivement, la grosse difficulté est la définition d'une politique sportive. Je suis complètement d'accord avec Olivier, là, complètement en face sur qu'il faut bien faire la différence entre le soutien, la subvention au club, qui effectivement part peut-être un peu plus vers de la communication, parce que c'est des clubs fanions, par exemple. Je prends, nous, sur Bagnols-sur-Cèze, on a les clubs fanions aussi, qu'on aide aussi avec des grosses subventions. Par contre, à côté de ça, on a des exigences. Et l'exigence, c'est là que la politique sportive, elle intervient. Notamment, je vais te prendre un exemple, pendant les vacances. Alors là, évidemment, la Covid fait que c'est plus compliqué. Mais nous, les subventions, elles sont conditionnées à des interventions pendant les vacances auprès des jeunes pour faire découvrir le sport. Il y a des conditions aussi sur la politique de formation avec des équipes jeunes d'amateurs. C'est-à-dire qu'en gros, je peux, comme dit, je prends un exemple de Bagnolet qui dit... le jour où on aura une vraie politique sportive, ça veut dire que même un jeune avec les pieds carrés, il aura le droit de jouer au foot. Il aura sa place dans une équipe. Mais c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, l'élite, c'est très bien pour porter une image, pour développer l'image dont on a besoin en accroche, pour faire ressentir cette envie d'eux. Mais par contre, derrière, si on n'a pas de la formation, si on ne valorise pas le bénévolat, parce que ça, tout le monde en parle à chaque fois dans tous les programmes électoraux. Moi, je vous fiche mon billet. Vous avez la valorisation du bénévolat. Mais ça, c'est quelque chose qui est, pas facile à faire, parce qu'attention, c'est financièrement qu'on le valorise. C'est-à-dire qu'il faut prendre les associations, regarder l'investissement des bénévoles et en fait le traduire en aide financière. Alors, il faut trouver 2 € de l'heure pour une heure de bénévolat, je sais, mais en tout cas, c'est un programme qui peut se mener à l'appui d'une véritable politique sportive. On est d'accord, il faut mettre en place des contrats d'objectifs, on est d'accord, voilà. Mais il faut également, par exemple, ne pas raisonner par financement des clubs, mais financement des activités. Oui, tout à fait. Parce que si vous avez 5 clubs, je prends le cas à Nîmes, où à un moment donné, je ne sais pas dire aujourd'hui, il y avait 5 clubs d'athlétisme. Est-ce qu'on va donner 5 fois les subventions à 5 clubs d'athlétisme? Réunissez-vous, bonté divine. Et voilà. Donc, voilà. C'est le but, c'est d'avoir... Tu sais qu'il y a quelques années de ça, quand tu faisais du foot, c'était les joueurs de Nîmes Olympique, le jeudi après-midi, qui venaient au stade nous aider à pratiquer le foot. C'était des joueurs du Nîmes Olympique. Alors, l'USAM, je sais, on a les quartiers, les joueurs vont... Vous savez que ça va très vite, et là, on a déjà dépassé notre temps. On parlait tout à l'heure d'impôts. Moi, j'aurais voulu que tu nous dises un petit peu ton sentiment, ton ressenti par rapport à l'augmentation à l'agglo des impôts qui vont intervenir très rapidement. Je pense que Est-ce que là aussi, il va falloir le laisser se mettre en place ? Oui, mais sauf que ça se met en place. Ça se met en place très rapidement, à mon sens trop rapidement. Je crois que l'augmentation des impôts, déjà en règle générale, doit être la solution ultime. Sur une ville comme Nîmes, surimposée, malgré les 20 ans d'efforts qui ont été faits pour désendetter, elle est quand même encore surtaxée. Et je pense que ce n'est pas une solution pour la ville de Nîmes d'augmenter les impôts. Et qu'on tombe un peu dans la fébrilité, dans la facilité d'augmenter ces impôts-là. Et c'est, à mon sens, une catastrophe. Je pense qu'on mélange à la fois des difficultés structurelles, incontestablement sur Nîmes Métropole, mais aussi des difficultés conjoncturelles, notamment liées à la crise du Covid, et que là,
il y a matière à réfléchir, il y a plein de solutions possibles. On peut mettre en débat la réflexion sur la communauté urbaine qui nous rapporterait quand même l'argent qu'on veut justement récolter, exactement 7 millions d'euros de la levée de l'impôt supplémentaire. Et puis il y a plein d'autres choses qui pourraient être faites. Un cost stealer, ce qu'on avait proposé, d'aller dans tous les services pour optimiser les dépenses. Sur la fiscalité, il va y avoir quelque chose de très très important qui arrive là, c'est qu'on est sur l'année charnière où il va y avoir le transfert d'une partie de la taxe foncière de part de la région et du département vers les collectivités pour compenser la perte de la taxe d'habitation. Donc là, aujourd'hui, il y a un flou sur les états de 2159, si je ne me trompe pas, ça peut être comme ça, c'est technique, mais qui vont arriver. Et donc la fiscalité des collectivités, elle va aussi se regarder au prisme de ce transfert d'une partie de la fiscalité. Et donc les taux vont être complètement remodelés. Et puis je rappelle, pour terminer sur la fiscalité, que les bases vont être complètement revues pour qu'en 2026, il y ait une nouvelle application avec des bases donc, qui feront des surprises. Il y a des gens qui vont largement augmenter en foncier et il y en a qui baisseront avec cette reprise des bases, qui depuis 70 n'ont pas été touchées, il faut le rappeler. Parfait. Donc, on s'est bien rendu compte que tu continuais la politique. Merci d'être venu dans cette émission. Continue à vivre. Olivier, merci franchement d'être venu. Merci de nous avoir accueillis, en tout cas de m'avoir accueilli, c'est un plaisir de retrouver. La République en marche est dans les Star Trek Block. Ouais. Hein? Merci aussi Jérôme Talon d'être venu dans l'émission. Toi, c'est une deuxième. C'est une deuxième. Je suis prêt pour la troisième. Eh bien, écoute, on te réinvitera avec grand plaisir. Et moi, je voulais vous remercier, à vous toutes et à vous tous qui nous regardez, à Aurélien, à France, et puis à toujours. Il nous accueillera toujours, c'est Alain Moulin, même si le restaurant est fermé. Merci à toutes, merci à tous, à très bientôt, bye bye. Bye bye.